Cet après-midi, je vous raconte celle qu'on a longtemps appelée la Belle Cordière, une Lyonnaise aux écrits osés dont la vie est entourée de tant de mystères que l'on en est même parfois venu à douter de son existence, bien que ses œuvres ont été publiées, ou la véritable histoire de Louise Labbé, la légende de la poésie. En quoi l'œuvre de Louise Labbé est-elle féministe avant la lettre ? Pourquoi a-t-on remis en question son existence ? Qui étaient les femmes de lettres du XVIe siècle ? Qui est véritablement Louise Labbé, la poétesse du XVIe siècle que l'on surnomme parfois la Belle Cordière ? Est-elle réellement d'une femme de lettres ? Est-elle une courtisane, comme beaucoup l'ont prétendu ? Y a-t-il méprise quant à la paternité de ses œuvres ? Au sujet de Louise Labbé, la légende a souvent pris le pas sur la réalité et les récits romanesques sur les faits historiques. Il faut dire que son existence lointaine est rendue trouble par de nombreuses zones d'ombre que les archives ne parviennent pas toutes à combler. Mais il est une chose certaine. En 1555, dans la puissante ville de Lyon, l'ancienne capitale des Gaules, où convergent alors les riches marchands et les beaux esprits européens, un ouvrage littéraire paraît sobrement intitulé « Œuvre » et signé de Louise Labbé, lyonnaise. Qui est donc cette femme pour écrire des lignes jugées dignes d'être publiées ? Et comment a-t-elle obtenu le privilège de voir ses œuvres ainsi éditées ? Au temps de l'humanisme importé de l'Italie voisine, une place est peu à peu accordée aux femmes dans le paysage artistique, musical et littéraire. Et certaines voix, que l'on qualifierait aujourd'hui de féministes, s'élèvent sur le papier. Louise Labbé en est une. Dans l'unique ouvrage de la poétesse lyonnaise, on peut lire ces vers passionnés qui nourriront la légende d'une écrivaine aux mœurs légères. Baise-moi encore, rebaise-moi et baise. Donne-moi un de tes plus savoureux, donne-moi un de tes plus amoureux. Je t'en rendrai 4 plus chauds que braise. Premier quatrain célèbre du sonnet 18 de Louise Labbé, il décrit des baisers enflammés qu'il est tentant de voir dessinés à un amant de la poétesse. Le plus grand plaisir qui soit après amour, c'est d'en parler, a en effet écrit Louise Labbé dans son débat de folie d'amour, l'un des autres textes figurant dans l'ouvrage. En réalité, rien ne prouve que l'autrice parle ici en son nom. Pour autant, les théories de l'universitaire française Mireille Guchon, qui suggère que les textes signés de la Lyonnaise seraient en fait l'œuvre d'un collectif d'hommes et que Louise Labbé ne serait qu'un prête-nom, semblent contredites par les recherches récentes. Selon sa consoeur, Élise Reichenbach, maîtresse de conférences en littérature française de la Renaissance, et qui est donc notre invitée cet après-midi, l'idée que Louise Labbé ne serait qu'une créature de papier ou tout simplement une imposture est loin d'être nouvelle. Le milieu social de l'écrivaine, tout comme son statut de femme, ont nourri au fil du temps les suspicions à son égard, et c'est aussi à cette part de doute que Louise Labbé doit en partie sa notoriété et sa légende. Si une chercheuse remet aujourd'hui en question le fait que Louise Labbé a réellement été capable d'écrire, c'est principalement lié au fait qu'elle est une femme. La date exacte de sa naissance est inconnue, mais on la situe généralement entre 1516 et 1524, autrement dit au début du règne de François Ier et à l'aube de la Renaissance française. Louise Labbé le revendique. Elle est lyonnaise. Et Lyon, je vous le disais, est au XVIe siècle une ville qui rayonne et concentre une population venue de toute l'Europe. C'est aussi une cité où l'imprimerie se développe alors considérablement et où se croisent les plus belles plumes de l'époque. La mode est alors aux vers inspirés de Pétrarque, poète florentin du XIVe siècle et figure du courant humaniste. Loué par Clément Marot, celui que l'on surnomme de son temps le prince des poètes français, Lyon attire également Rabelais qui publie Pantagruel en 1532 et Gargantua 2 années plus tard. À Lyon comme ailleurs, cependant, pour pouvoir entamer une carrière littéraire, encore faut-il savoir lire et écrire. Et c'est là que le bât blesse. Louise Labbé est fille de Cordier. Elle sera bientôt épouse de Cordier. Et l'on présume dès lors qu'elle n'a pas reçu l'éducation nécessaire à toute femme de lettres. Son père, Pierre Charly, dit Labbé, fabrique et fournit la ville en cordes pour lui permettre de mener son commerce sur les eaux du Rhône et de la Saône. C'est une activité fructueuse qui fait de lui certes un notable, mais ne présage pas de la bonne éducation de sa famille. Le père de Louise Labbé et son mari
et Edmond Perrin, qu'elle épouse aux alentours de 1545, sont même tous deux probablement illettrés. Alors pourquoi et comment Louise Labbé aurait-elle pu apprendre à lire et à écrire en français comme en italien? Plusieurs hypothèses ont été émises. L'une suggère par exemple que les enfants de Pierre Charly auraient pu avoir un précepteur. Une autre soutient que Louise Labbé aurait peut-être reçu son éducation dans le couvent de la Déserte, situé dans l'actuel quartier lyonnais de la Croix-Rousse, auprès d'une religieuse qui aurait remarqué les prédispositions de la jeune fille. Alors, la femme de lettres et la cordière ne font-elles qu'une? Évoluant dans un milieu de marchands, Louise Labbé elle-même est régulièrement nommée cordière dans les documents d'archives qui ont été retrouvés. Et il est avéré qu'elle prenait part au commerce de son mari en véritable femme d'affaires et faisait même des placements financiers en son propre nom. Artisanat ne rime donc pas avec pauvreté, au contraire, et un événement historique prouve même la qualité de la famille de Pierre Charly au milieu du XVIe siècle. Lorsque le nouveau roi Henri II, succédant à son père François Ier, entre solennellement dans Lyon avec Catherine de Médicis en 1548, l'un des frères de Louise Labbé participe au combat de gladiateurs organisé pour fêter l'événement. L'ancienne capitale des Gaules, qui accueille son nouveau souverain dans des décors somptueux inspirés de l'Antiquité, multiplie ainsi les spectacles en son honneur et François Charly en est l'un des participants triés sur le volet. Il semble que Louise Labbé ne gravite donc pas si loin des hautes sphères de la ville, mais plus important encore, elle ne demeure pas loin des rues où s'écrivent certaines des plus glorieuses pages de l'histoire de Lyon, celles du quartier des imprimeurs. Après son mariage, la poétesse a en effet quitté la rue de l'Arbre Sec, où elle vivait avec son père, pour s'installer avec son époux Edmond Perrin, rue Notre-Dame de Confort, un peu plus bas sur la presqu'île, entre l'actuelle place des Jacobins et l'Hôtel-Dieu. Dans son nouveau lieu de résidence, elle ne se trouve désormais plus qu'à quelques pas de la rue Mercière, de ses ateliers où les presses à caractère mobile fonctionnent à plein régime et des boutiques des nombreux libraires lyonnais. Cette proximité a certainement facilité la publication de ses œuvres. Louise Labbé s'est sans doute promenée son manuscrit à la main dans ce quartier, au cœur de la cité où se croisent alors des grands noms de la littérature Renaissance, comme le renommé Rabelais ou encore les poètes français Maurice Sèvres et Charles Fontaine. Aux côtés des auteurs, les imprimeurs y ont aussi gravé leurs noms dans l'histoire de la littérature française. Claude Noury a publié à Lyon la première version du Pantagruel de Rabelais quelques années plus tôt. François Juste, Étienne Dolet et l'Allemand Sébastien Grif y ont tous trois imprimé des livres de Rabelais et de Marot. Et en 1555, c'est Jean de Tourne qui édite l'ouvrage de Louise Labbé, un imprimeur qui, sentant le vent tourner et le beau siècle s'ouvrir aux dames, a choisi de donner leur chance aux femmes de lettres. Au moment de la publication de ses œuvres, plusieurs éléments suggèrent que Louise Labbé est déjà connue. Selon notre invitée, la spécialiste Élise Reichenbach, le terme d'œuvre, employé seul et au pluriel en guise de titre d'un ouvrage, est encore rare à l'époque et signe de la grandeur de l'auteur. Plus évocateur encore, Louise Labbé a fait une demande en son nom pour obtenir un privilège du roi, c'est-à-dire une protection qui garantit alors à l'auteur, au libraire ou à l'imprimeur de conserver le monopole de publication de l'ouvrage concerné. Louise Labbé a financé et obtenu ce privilège le 13 mars 1555 et il en est fait mention au début du livre. À la suite des textes de la poétesse sont également joints les écrits de divers poètes, des hommages de la part de plusieurs écrivains qui prouvent la notoriété de Louise Labbé. Des poèmes composés en français, en italien ou même en grec, dont on ne connaît pas avec exactitude les auteurs, mais qui chantent tous les louanges de la femme de lettres. L'un d'eux fait l'éloge de sa beauté et de ses talents musicaux dans une langue encore très compréhensible aujourd'hui. Louise étant gracieuse étant belle, Louise à tout étant bien avenante, Louise à l'œil de si vive étincelle, Louise à face au corps tant convenante, de si beau port si belle et si luisante, Louise à voix que la musique avoue, Louise à main qui tant bien au luth joue, Louise attend ce qu'en tout on prise, que je ne puis que Louise ne loue, et si ne puis assez louer Louise. Dans un registre tout aussi flatteur, écoutez ce madrigal italien traduit ici en français.
Ainsi, mon cœur pour vous, madame, a tant brûlé en ce premier jour où je vous ai contemplé qu'aussitôt j'ai été vraiment persuadé que ce feu ne pourrait plus jamais augmenter. Mais en vous, la beauté augmentant d'heure en heure, je sens venir en moi encore plus d'ardeur. Si elle continue à brûler tant soit peu, j'en serai tôt réduit à n'être plus que feu. Écrits par des hommes, ces hommages ne prouvent pas seulement avec lyrisme la réputation qu'avait déjà acquise Louise Labbé en 1555, ils font aussi office de caution devant la prémunir des attaques et des suspicions, celles que l'on réserve aux femmes qui osent se dévoiler dans l'espace public. La belle Cordière semble d'ailleurs s'en excuser par avance auprès de ses lectrices dans les premiers vers de sa 3e élégie. Quand vous lirez aux dames lyonnoises ces miens écrits, pleins d'amoureuses noises, que mes regrets, ennuis, dépit et larmes m'auraient chanté en pitoyable carme, ne veuillez pas condamner ma simplesse et jeune erreur de ma folle jeunesse. Si cette erreur, mais qui, dessous les cieux, se peut vanter de n'être vicieux? Louise Labbé ne craint pas d'exposer ses vers amoureux et elle appelle la noble Clémence de Bourges, à qui elle dédie son ouvrage, ainsi que toutes les autres femmes qui la liront, à suivre son exemple. Étant le temps venu, mademoiselle, que les sévères lois des hommes n'empêchent plus les femmes de s'appliquer aux sciences et disciplines, il me semble que celles qui ont la commodité doivent employer cette honnête liberté que notre sexe a autrefois tant désirée à apprendre et montrer aux hommes le tort qu'ils nous font en nous privant du bien et de l'honneur qui nous en pouvait venir. De cette épître à Clémence de Bourges, Louise Labbé feint la modestie que l'on attend d'une plume féminine pour mieux prier ces dames d'oser concurrencer les hommes dans les domaines intellectuels et de ne pas s'astreindre aux tâches traditionnellement réservées à leur sexe. Ayant passé partie de ma jeunesse à l'exercice de la musique, et ce qui m'a resté de temps l'ayant trouvé court pour la rudesse de mon entendement, et ne pouvant de moi-même satisfaire au bon vouloir que je porte à notre sexe, de le voir, non en beauté seulement, mais en science et vertu passer ou égaler les hommes. Je ne puis faire autre chose que prier les vertueuses dames d'élever un peu leurs esprits par-dessus leurs quenouilles et fuseaux. Une telle audace de la part des femmes ne ferait, selon elles, qu'accroître l'application des hommes. Outre la réputation que notre sexe en recevra, nous aurons valu au public que les hommes mettront plus de peine et d'études aux sciences vertueuses, de peur qu'ils n'aient honte de voir précéder celles desquelles ils ont prétendu être toujours supérieurs quasi en tout. Dans l'imprimerie de Jean de Tourne, alors située rue Raisin à Lyon et reconnaissable à son enseigne représentant 2 vipères qui se mordent de la queue, ces quelques pages de Louise Labbé seront bientôt remises sous presse. En 1556, il réédite en effet ses œuvres légèrement corrigées, ce qui laisse supposer que la précédente édition s'est bien vendue. Bien qu'elle ne soit pas la première femme à être publiée dans le royaume de France, un tel succès ne peut évidemment qu'augmenter le mystère qui entoure cette belle Cordière lettrée. Avant elle, d'autres femmes ont marqué la littérature française de leur empreinte. Christine de Pisan, au tournant du XVe siècle, déjà vivait de sa plume. D'origine italienne, elle était entre autres philosophe et poétesse et signait des textes en français sur la condition des femmes au Moyen-Âge, notamment des veuves. C'est dans la lignée de cette pionnière de la cause féministe, pourrait-on dire, que s'inscrit Louise Labbé. Christine de Pisan n'est pas la seule à s'être saisie ainsi de sa plume en dépit du regard des autres. Marguerite de Navarre, née Marguerite d'Angoulême, la sœur de François Ier, a également publié quelques années avant Louise Labbé plusieurs ouvrages, dont un livre d'abord condamné par la faculté de théologie de Paris, intitulé « Le miroir de l'âme pécheresse », paru en 1531. 2 ans avant sa mort, en 1547, elle a aussi fait publier par Jean de Tourne un recueil de ses œuvres poétiques, ayant pour titre « Les Marguerites de la Marguerite des princesses ». Mais, contrairement à Louise Labbé, la reine Marguerite de Navarre bénéficia longtemps d'un soutien et d'une protection de taille en la personne du roi de France, son propre frère. L'œuvre de Louise Labbé apparaît, quant à elle, d'autant plus remarquable que rien ne prédestinait une Cordière à écrire, ça vous l'avez compris. Le mythe de la belle Cordière, justement, que l'on associe traditionnellement à l'image d'une courtisane, est né en partie de la teneur de ses textes. Outre les 24 poèmes hommages qui lui sont adressés, dont je vous ai déjà parlé, l'ouvrage de Louise Labbé se divise ainsi en 3 parties. Un discours en prose intitulé « Débat de folie et d'amour », suivi de 3 élégies, ces longues complaintes poétiques en vers, et enfin de 24 sonnets composés en français ou en italien.
24 poèmes courts et enflammés qui ont beaucoup joué dans la réputation sulfureuse de Louise Labbé. Vous vous rappelez les quelques vers lus plus tôt. En voici un autre exemple, le premier quatrain du sonnet 3 cette fois. Depuis qu'amour cruel empoisonna premièrement de son feu ma poitrine, toujours brûlée de sa fureur divine, qui un seul jour mon cœur n'abandonna. Les fameux premiers vers du sonnet 7 ne sont pas non plus étrangers au fantasme que suscite le nom de Louise Labbé. Je vis, je meurs, je me brûle et me noie, j'ai chaud extrême en endurant froidure. La vie m'est trop molle, et trop dure, j'ai grand ennui entremêlé de joie. Ni le premier quatrain de son 23e sonnet, dans lequel on aimerait lire une confession de la poétesse. Ne reprenez, dame, si j'ai aimé, si j'ai senti 1000 torches ardentes, 1000 travaux, 1000 douleurs mordantes, si en pleurant j'ai mon temps consumé, las, que mon nom n'en soit pas par vous blâmé. Tirer des conclusions du contenu de ces poèmes reviendrait toutefois à oublier que le sujet « je » d'un texte poétique ne désigne pas nécessairement son auteur. Le lyrisme de Louise Labbé et le contenu de ses textes ne prouvent en rien l'existence réelle de tel ou tel amant, bien que son dialogue poétique avec son contemporain Olivier de Magny a fait supposer à certains qu'ils entretenaient une relation, voire même qu'Olivier de Magny aurait signé certains des vers attribués à Louise Labbé. Un argument parmi d'autres pour discréditer la poétesse dont même les éditeurs ont douté du réel talent à travers les siècles. Au XIXe siècle notamment, cette suspicion quasi systématique que nourrissent les hommes à l'égard des femmes de lettres n'épargne ni les Cordières ni les reines, puisque Marguerite de Navarre en a fait aussi les frais. L'éditeur Prosper Blanchemin, qui republie aussi en 1875 les œuvres complètes de Louise Labbé, ne doute pas que la sœur de François Ier ait écrit elle-même ces vers, les jugeant, je cite, assez médiocres pour cela. Quant à la belle Cordière, il ne l'imagine pas avoir signé seul ses poèmes. Il voit dans les quatrains du sonnet 2 de Louise Labbé, commençant par « Ô beaux yeux bruns, ô regard détourné » et identique à ceux d'Olivier de Magny, la seule main du poète est justement la preuve qu'ils étaient amants. Cette légende coriace d'une Cordière lettrée aux mœurs légères tend parfois à faire oublier la véritable modernité et la qualité des textes de Louise Labbé. Au-delà des sonnets qui sont plus dans l'air du temps car il s'agit de la nouvelle forme poétique à la mode depuis 1530 et même des élégies qui s'inspirent de la littérature antique et sont au goût de l'époque, son débat de folie et d'amour véhicule les valeurs humanistes de la Renaissance. Plus pointu et exigeant, ce texte savant teinté d'humour retient d'ailleurs davantage l'attention des lecteurs au XVIe siècle. Divisé en 5 discours, il décrit de façon allégorique le conflit entre passion et désir, en imaginant une dispute entre les dieux folie et amour, puis la défense de l'un et de l'autre auprès de Jupiter par Mercure et Apollon. C'est folie qui, dans le texte, rend le jeune Cupidon aveugle pour se venger de la flèche qu'il a tenté de lui décocher, puis lui bande les yeux. « Folie, bande d'amour, et lui met des ailes », écrit Louise Labbé. À l'issue des 2 plaidoiries divines, Jupiter rend son jugement sous la plume de la poétesse. Il demande à Folie et Amour de vivre aimablement ensemble et guidera Folie l'aveugle Amour et le conduira partout où bon lui semblera, conclut-il. Cette réflexion fine de Louise Labbé sur la nature de l'amour, qui prône par ailleurs une liberté chère à l'humanisme, demeure moins connue de nos jours, mais élève pourtant la poétesse au rang de figure majeure de la littérature Renaissance. Louise Labbé s'inscrit dans une époque littéraire et un âge d'or lyonnais qui déclineront en même temps qu'elle, à mesure que la réforme protestante et le conflit avec l'Église catholique diviseront le royaume de France et que les épidémies de peste endeuilleront les villes. Quand la première guerre de religion éclate en 1562 sous la régence de Catherine de Médicis, Lyon est une ville majoritairement protestante. La cité n'est pas épargnée par les violences, mais on ignore où se trouve alors Louise Labbé. Peut-être s'est-elle réfugiée dans l'une des propriétés qu'elle a acquises aux alentours de Lyon. Le 28 avril 1565, en revanche, c'est dans la maison de son ami florentin Tommaso Fortini, un riche banquier de la ville, qu'on a également supposé d'être son amant, que Louise Labbé signe son testament. La poétesse côtoyait dans son quartier de la rue Notre-Dame de Confort une large communauté italienne venue de Florence qui se réunissait à l'église Notre-Dame de Confort. Ces liens étroits
l'ont sans doute aidé aussi dans la publication de ses œuvres. Quand elle disparaît, Louise Labbé est certainement veuve. On ignore si elle a autrefois eu des enfants, car ses héritiers universels sont ses 2 neveux. Contrairement à sa date de naissance, celle de son décès est connue. La poétesse meurt en février 1566, puis est inhumée à Parcieux, au nord de Lyon, où elle possédait une résidence. Au siècle suivant, sa poésie sera relativement oubliée, puis son œuvre peu à peu rééditée au XVIIIe et XIXe siècle. Si son surnom de Bellecordière sera progressivement utilisé, puis effacé des pages de titres de ses rééditions, il ne disparaîtra jamais vraiment des mémoires. Au sujet de Louise Labbé, la légende se confond toujours un peu avec l'histoire. Ses œuvres complètes ont fait leur entrée dans la bibliothèque de la Pléiade en 2021, sous la direction de Mireille Huchon, plus de 4 siècles et demi après leur première édition. Preuve, s'il en fallait une, que Louise Labbé fait définitivement partie du patrimoine littéraire français. Europe 1, historiquement vôtre. Élise Reichenbach, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Merci pour votre invitation. Et Louise Labbé doit être lue et faire parler, notamment pour la dimension féministe de son œuvre. Cette œuvre, c'est un appel aux femmes, c'est un appel à la sororité, diriez-vous ? Oui, comme vous l'avez rappelé, l'épître à Clémence de Bourges qui ouvre les œuvres est une épître qui chante l'avènement d'une nouvelle ère pour les femmes qui peuvent désormais accéder à l'éducation. Et Louise Labbé demande effectivement à la jeune Clémence de Bourges et plus largement à l'ensemble des dames aptes à écrire de s'adonner à l'étude et aux lettres afin de dépasser ce piètre exemple qu'elle propose en premier lieu. Donc ça, effectivement, c'est un premier élément qui peut faire lire l'œuvre de Louise Labbé comme une œuvre proto-féministe. Et par ailleurs, effectivement, l'ensemble de l'œuvre appelle d'une part à l'indulgence des femmes, puisque elles aussi, un jour, connaîtront probablement les affres de l'amour, et réclament une forme d'indulgence, de bienveillance mutuelle, c'est-à-dire ce qu'on appelle effectivement aujourd'hui une forme de sororité. Élise Reichenbach, vous êtes donc l'autrice de Louise Labbé, La rime féminine, parue aux éditions Calippe. Quelles sont les principales difficultés auxquelles vous avez été confrontée lors de cette entreprise biographique ? Eh bien, je dirais les mêmes difficultés que celles qu'on rencontre en général quand on tâche de reconstituer la vie des autrices et des auteurs qui ont vécu il y a si longtemps, ici presque 5 siècles, puisque d'une part, on n'a pas d'état civil à l'époque, et puis d'autre part, la morsure du temps fait qu'on perd énormément de documents. Et difficulté supplémentaire quand on s'occupe d'une femme, c'est que les femmes demeurent de manière générale plus dans la sphère privée, ne serait-ce que parce que aussi les femmes sont d'éternelles mineures, sauf éventuellement quand elles deviennent veuves, et donc elles sont sous la tutelle de leur père puis de leur mari, de telle sorte qu'elles sont également susceptibles de laisser moins de traces dans les archives. Et puis dernier point, en ce qui concerne Louise Labbé et les femmes en général, les études historiques progressent constamment, mais on connaît quand même encore moins l'histoire des femmes pour le XVIe siècle, notamment en ce qui concerne l'éducation. Mais en même temps, il faut bien admettre que depuis quelques années, concernant Louise Labbé, de nombreuses sources ont été exhumées. Et finalement, c'est un travail qui s'est avéré plus facile que celui de la précédente biographe de Louise Labbé, Madeleine Lazare, qui a publié une excellente biographie il y a maintenant une bonne vingtaine d'années, puisque finalement on a pu, notamment les éditeurs récents, Michel Clément et Michel Jourde, ont exhumé de nombreux documents d'archives. Je pense en particulier à tous ces documents qui montrent les activités de femmes d'affaires de Labbé, ou bien un certain nombre de documents aussi qui concernent sa famille.
il y a, écrivez-vous, un mystère, Louise Labbé. En effet, j'ai évoqué dans mon récit une idée qui s'est répandue, selon laquelle cette autrice serait en fait une imposture littéraire. Dans quel contexte cette hypothèse émerge-t-elle? Au fond, de quand elle date? Alors, la première formulation explicite d'un doute date du 19e siècle, mais on lit parfois une première esquisse à la toute fin du XVIe siècle. Il me semble qu'en tout cas, cette esquisse relève plutôt d'un contresens. Il s'agit d'un historien à la fin du XVIe siècle, en 1584, qui, commentant le peu de jugement des femmes concernant le choix de leurs amants, prend pour exemple ce qui est dit dans le débat de folie et d'amour de Louise Labbé, qui l'assimile déjà à une courtisane. Et il dit que cette œuvre sent trop mieux l'érudite gaillardise de Maurice Sèvres, donc grand poète de l'époque à Lyon, que d'une simple courtisane. Il s'agit plus, à mon sens, d'une manière de souligner ici le caractère exceptionnellement savant de cette œuvre, plutôt d'un déni de maternité. En revanche, effectivement, au XIXe siècle, c'est Prosper Blanchemin qui émet l'hypothèse d'une plume partagée avec Olivier de Magny, et qui s'appuie en fait ici sur, on va dire, un certain nombre de biais, d'a priori, qu'on voit très largement prospérer au XIXe siècle, qui est un siècle de pudibonderie et qui est un siècle qui ménage très peu de place aux femmes, en fait, a fortiori si elles souhaitent advenir sur la scène littéraire. On pense à quelqu'un comme George Sand. Mais est-ce que le cas de Louise Labbé est isolé? Est-ce qu'on a vu dans l'histoire d'autres femmes de lettres se voir désattribuer leur œuvre ou être suspectées de les avoir écrites collectivement et surtout avec un homme? Tout à fait, c'est un cas relativement classique. On pense pour le siècle qui suit, au XVIIe siècle, on pense à des autrices comme Madeleine de Scudéry, qui aurait écrit sous la pression de son frère et sous les commandes de son frère, qui serait elle aussi l'auteur d'une bonne partie de l'œuvre actuellement publiée sous son nom. On pense également au cas de Madame de Lafayette, dont on a voulu faire l'élève de La Rochefoucauld, et finalement La Rochefoucauld aurait eu une large part dans la rédaction de ses œuvres. On pense aussi à quelqu'un qui est peut-être moins connu du grand public, mais qui est une figure intéressante, Madame de Villedieu, Catherine Desjardins, qui, au XIXe siècle, est présentée comme une prostituée alcoolique, qui aurait écrit, en fait, en collaboration avec ses nombreux amants collaborateurs. Donc c'est vraiment un cas en fait d'école que celui de Louise Labbé et qui rejoint bien d'autres cas. Mais justement, pour cette réputation, je rebondis là, Élise Reichenbach, dans le cas de Louise Labbé, il y a aussi des suspicions quant à ses mœurs. La femme de lettres, autrice de poèmes d'amour, est réduite à cette image sulfureuse. Oui, alors là aussi, ça fait partie de ces stratégies d'invisibilisation des femmes autrices. On a 3 grands axes, si je puis dire, qui permettent de réduire la place des femmes dans la création littéraire. Il y a effectivement la suspicion d'un prête-nom ou d'une coautorialité sous l'égide, sous la férule d'hommes de valeur. Ça, c'est le premier point. Mais il y a 2 autres éléments. Celui d'une façon de sentimentaliser les œuvres. Elles sont là pour exprimer leurs émotions. C'est ce qu'on a fait avec Madame de Sévigné. Finalement, son œuvre serait la qualité de son œuvre serait peu littéraire et ce serait surtout une manière pour elle de s'épancher. Et ça, on le trouve aussi chez Labbé, finalement. Et enfin, effectivement, le fait d'attaquer les mœurs. Et là, Louise Labbé, ayant le malheur de publier, et de publier des textes extrêmement sulfureux pour certains, on se rappelle que la femme qui publie est une femme publique. Élise Reichenbach, aujourd'hui, le fait que Louise Labbé, l'auteur de poèmes amoureux, fait consensus au sein de la communauté scientifique. Pour comprendre dans quel contexte cette femme du peuple se tourne vers l'écriture, il faut s'intéresser à la Renaissance lyonnaise. Qu'est-ce qui caractérise Lyon durant cette période? Dans quel environnement, au fond, Louise Labbé évolue-t-elle? Alors, vous l'avez déjà bien présenté dans votre récit. Lyon, c'est une ville frontière
puisqu'elle est sur le Rhône et la Saône. Elle est à la frontière de la Savoie, qui n'est pas française à l'époque. Elle est sur la route de l'Italie, où on va faire la guerre, mais d'où on importe également l'humanisme. C'est une ville où se tiennent 4 foires annuelles, qui est donc un lieu d'échange extrêmement riche de l'ensemble de l'Europe, puisque les hommes, les marchandises, les livres, les idées convergent alors à Lyon. C'est une place assez italianisante. Vous avez évoqué la présence des banquiers florentins. On a également d'autres nations italiennes, lucquoises notamment, vénitiennes. Donc autant d'éléments qui offrent un environnement extrêmement propice au développement de l'humanisme. Et ce développement est évidemment soutenu également par la présence de l'imprimerie qui est très puissante à Lyon, qui fait de Lyon l'une des capitales de la Renaissance française. Et ce, d'autant plus que Lyon n'a pas d'université. Et ça, c'est un point très important par rapport à Paris, puisque ça signifie que les publications sont peut-être un peu plus libres et les idées circulent de manière également un peu plus libre, puisque la faculté de théologie peut être une force d'immobilisme. Un mot cependant sur l'éducation de Louise Labbé. J'ai parlé un peu de mystère dans mon récit parce qu'il est probable que ses parents aient été illettrés. Comment peut-elle avoir eu accès au savoir ? Comment a-t-elle pu apprendre à lire, à écrire, à maîtriser plusieurs langues ? Quelles sont les hypothèses qu'on peut émettre à ce sujet ? Eh bien, c'est aussi ce que rappelle l'abbé au début de l'épître à Clémence de Bourges. On est dans un moment de transition où l'accès aux études, ou en tout cas à l'enseignement, aux lettres, au savoir, semblerait facilité pour les femmes. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Et l'éducation des filles, est à lire aussi comme une plus-value dans les familles, et notamment dans les bonnes familles, comme l'est la famille de Pierre Charly, qui est un riche commerçant. C'est-à-dire que lorsqu'on souhaite marier sa fille, il est bon de lui apporter une dot, mais si en plus elle est bien éduquée et elle a un savoir, c'est quelque chose qui est très vendeur auprès du futur mari. On constate ce genre de stratégie, en particulier pour certaines autrices italiennes, et il est tout à fait possible que Louise Labbé ait bénéficié également de cette évolution. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, en ce qui concerne l'éducation de l'abbé, c'est un point effectivement qu'on connaît encore relativement peu, l'éducation des femmes à la Renaissance. Mais Louise Labbé est loin d'être la seule femme éduquée. On a d'autres femmes, d'autres autrices dont on ne sait pas nécessairement grand-chose, mais qui laissent supposer des lectures et un savoir particulièrement poussé. On pense en particulier à une autre autrice qui a publié quelques années plus tôt, au début des années 1540, des œuvres également. Et il s'agit d'Élisène de Crène, qui a une langue particulièrement savante et matinée de latinisme. Mais sait-on qui lit l'œuvre de Louise Labbé au XVIe siècle ? Qui d'abord peut se procurer ses écrits, et puis de quelle manière ils circulent ? Visiblement bien, puisqu'il y a des rééditions. Oui, visiblement, la réédition de 1556 chez le même imprimeur laisse supposer que la première édition s'est bien vendue. Il y a même des éditions pirates, 2 éditions pirates, c'est-à-dire non autorisées. Donc visiblement, il y a un marché. C'est difficile de savoir qui lit les œuvres et qui peut se les procurer. C'est un joli petit ouvrage, donc a priori, il coûte une certaine somme. C'est un ouvrage savant, donc il faut déjà aussi avoir un bagage intellectuel pour pouvoir le lire et l'apprécier. Il est possible qu'il y ait un premier cercle de lectrices, en tout cas c'est l'horizon que dessine Louise Labbé à l'orée de ses œuvres, mais la présence à la fin du recueil de cette couronne d'hommages des poètes anonymes ou qui ont signé leurs textes, montre également qu'elle est lue de ses contemporains hommes, et en particulier d'un certain nombre de poètes savants. Et puis, dernier point aussi qu'on peut évoquer à titre d'hypothèse, Louise Labbé se présente comme musicienne très régulièrement. Elle manie le luth dans ses poèmes. Elle dit qu'elle a appris la musique également dans l'épître à Clémence de Bourges. Or, très souvent, les poèmes qui sont publiés au XVIe siècle, dans ces années-là, ont d'abord, ou parallèlement, connu une diffusion musicale
avant même parfois l'impression. Donc là, nous, on n'a pas de poèmes de partitions conservées pour les poèmes de Louise Labbé. On en a en revanche pour une autre autrice lyonnaise, Pernette Duguillet, qui a publié, dont les œuvres ont été publiées de manière posthume 10 ans plus tôt chez le même imprimeur Jean de Tourne. Un mot quand même, Élise Reichenbach, au XVIe siècle, comment désigne-t-on les femmes qui écrivent? On dit autrice, et puis visiblement, j'ai appris dans votre livre que la signature féminine était un argument de vente pour l'imprimeur lyonnais de Louise Labbé. Oui, alors autrice, oui, c'est un terme ancien, hein. On le trouve au moins déjà au XVe siècle. Donc c'est un terme qui ne pose absolument aucun problème pour désigner les femmes qui écrivent à cette époque. On a beaucoup de noms de métiers qui sont féminisés. On a des peintresses, on a des librairesses. Et effectivement, cette signature féminine, a priori, est une bonne manière de vendre ou d'attirer en tout cas le chaland, puisque les œuvres de Louise Labbé s'inscrivent dans deux genres qui marchent assez bien à l'époque. D'une part, le dialogue humaniste, inspiré d'Erasme, le dialogue de folie et d'amour, le débat de folie et d'amour, met en scène le personnage de Folie qui a déjà été mis sur la scène littéraire par la grande star de l'humanisme européen qu'est Erasme. Et puis d'autre part, la partie poétique de l'œuvre, qui s'inscrit ici dans une véritable mode de l'époque, en particulier à partir des années 1550, et qui est portée par la jeune génération de ce qu'on appelle la Pléiade, Ronsard, Du Bellay, le modèle des amours, c'est-à-dire un poème amoureux à la manière de Pétrarque, un recueil de poèmes amoureux consacré à une femme. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que pour sortir du lot, eh bien, on a une femme, on a un nom de femme, donc on fait du neuf avec quelque chose qui commence déjà à être pas mal galvaudé. Et puis à Lyon, on a cette particularité féminine, ça permet à Lyon de se positionner aussi comme lieu spécifique, exceptionnel, d'inspiration italienne, encore une fois, la présence des femmes c'est très italien, et donc de se singulariser par rapport au reste du royaume. Dans quelle mesure est-ce que l'œuvre de Louise Labbé est encore étudiée aujourd'hui? Et de quelle manière ses écrits peuvent-ils résonner? Eh bien, elle est pas mal étudiée, ne serait-ce que parce que cette année, Louise Labbé figure au programme des agrégations de lettres, des 3 agrégations, lettres modernes, classiques, grammaire. Elle avait déjà été au programme de l'agrégation dans les années 2000. Moi, c'est une œuvre que j'ai donnée à l'époque où j'enseignais dans le secondaire, alors pour la partie poétique, à mes élèves, et ça marchait extrêmement bien. Et c'est une œuvre qu'on donne régulièrement aussi à nos étudiantes et étudiants en licence, et qui parle beaucoup, au-delà même des textes poétiques qui sont plus directement accessibles, le débat de folie et d'amour, avec toute son irrévérence, tout son humour, et particulièrement... attire particulièrement le succès. Et c'est un texte qu'on trouve également auprès dans des cercles, au-delà des cercles d'éducation. J'ai eu le plaisir de découvrir tout le travail de mise en chanson moderne, à la manière moderne ici, sur des musiques modernes, effectué par une compositrice et chanteuse contemporaine, Agnès Guipon, qui propose de faire résonner les textes de Labbé prononcés comme aujourd'hui sur une musique d'aujourd'hui et qui en montre toute l'actualité. Merci beaucoup, Élise Reichenbach, de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de Louise Labbé, la légende de la poésie. Je rappelle que votre livre, Louise Labbé, la rime féminine, est disponible aux éditions Calibre. Merci beaucoup. Merci à vous. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.